Pourquoi je reviens aujourd'hui? Parce que l'actualité veut que nous ne puissions nous taire. Parce que lorsque il y a des atrocités inimaginables, qu'on décide de se taire, nous devenons complices. Notre silence est synonyme de notre complicité. Je reviens aujourd'hui pour que nous puissions encore une fois parler de ces troupes d'occupation que nous appelons la MONUSCO, qui est au Congo depuis 2000 et dont la création a été dite au 30 novembre 1999. Donc ça fait 22 ans que ces troupes-là stationnent sur nos territoires, sur nos sols, dans ce que nos ancêtres nous ont légué comme terre. Ça fait plus de 22 ans que ces troupes-là sont déployées dans l'idée première de ramener la paix, dans l'idée première de combattre les forces négatives, dans l'idée première de s'interposer au cas où il y aura l'agression et faire respecter, entre guillemets, l'intégrité territoriale de la République à démocratiser du Congo, que je ne cesse de vous rappeler qu'il s'agit de l'État indépendant du Congo. Et non, ces noms que vous avez attribués à ces territoires-là, à ces pays-là, au 30 juin 1960. Pourquoi je rappelle que ces pays-là s'appellent État indépendant du Congo? Je rappelle cela pour que chacun de nous, où qu'il soit, puisse comprendre que nous ne sommes pas ceux qui ont pensé, ceux qui ont réfléchi, ceux qui ont créé ces pays-là. Nous sommes victimes, nous subissons la volonté de l'impérialisme qui s'est réuni au mois de novembre, disons, de novembre 1884 au mois de février 1885 à Berlin. Ils se sont réunis pour la simple raison que les troupes impérialistes stationnées dans les bassins du Congo allaient s'affronter entre elles. Les Portugais, les Français, les Belges, les Hollandais, les Anglais. Pour éviter cela, Bismarck, qui était chancelier de l'Allemagne à l'époque, convoqua ce qu'on appela à l'époque la conférence du Congo. Et l'idée de la conférence du Congo était de faire de manière à ce que les leucodermes entre eux ne puissent s'entretuer sur les terres africaines. Donc il fallait qu'ils négocient entre eux. À cette négociation-là est apparu les 3 pays enclos-coloniaux que vous appelez Congo d'Angola, Congo de Kinshasa et Congo d'Anfoua. L'Angola, la République à démocratiser du Congo et le Congo-Brazzaville. Ces pays-là ont été créés par la volonté intrinsèque de l'Empire, de ceux qui vous rendent esclaves, de ceux qui ont tué vos ancêtres, de ceux qui continuent de vous assujettir, de vous mettre dans cette position de reptation qui veut que vous vous aplatissez à plat ventre au sol, au lieu de marcher la tête haute, vous rampez comme des serpents. Ceux qui sont responsables d'atrocités inimaginables. Ils sont responsables des génocides, des massacres, des viols, des décimations des ethnies et tribus et des clans Congo. Ils sont responsables de déportations, d'esclavagisme, comme nous ne pouvons jamais l'expliquer. Ceux qui se sont réunis à la conférence de Berlin en 1885, ceux qui ont créé les 3 pays dont j'ai cité les noms, la matrice de Berlin qui est l'État indépendant du Congo, l'actuelle République à démocratiser du Congo, le Congo-Foua, l'actuel Congo-Brazzaville, et le Congo d'Angola, l'actuel Angola. Lorsqu'ils se sont partagés cette partie-là du bassin du Congo pour éviter l'affrontement entre les troupes impérialistes sur nos terres, ils se sont dit, tant que nous y sommes, pourquoi ne pas diviser, se partager l'Afrique entière? C'est comme ça que la conférence du Congo s'est transmutée en la conférence de Berlin. Là où ils ont décidé de diviser l'Afrique, de tracer des frontières coloniales, qui ont divisé des familles, des clans, des tribus, des ethnies, des peuples et des nations. Ce qui fait que vous retrouvez les Bas-Congo. Dans la matrice de Berlin, l'État indépendant du Congo, vous retrouvez les Bas-Congo. Dans les Congo d'Anfoua, Congo-Brazzaville, vous retrouvez les Bas-Congo. Dans les Congo d'Angola, Angola, vous retrouvez les Yakoma. Dans les Congo d'Anfoua, Brazzaville, dans les Congo
Kinshasa, République démocratisée du Congo, vous les retrouvez en même temps en République centrafricaine. Ce qui fait que vous retrouvez nos frères et sœurs de l'Est. Une partie de la tribu de l'ethnie se trouve en RDC, l'autre partie se retrouve au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, Tanganyika. Ils se retrouvent en Ouganda, au Sud-Soudan, au Soudan. Nous nous retrouvons, tribus, ethnies, clans, familles, dans la RDC et en même temps en Zambie. Cette volonté-là n'a jamais été la volonté de nos ancêtres. C'est-à-dire, ce que nous revendiquons aujourd'hui à haute voix comme étant nos pays, en réalité, ce ne sont pas nos pays parce que nous ne sommes pas les créateurs. Nous ne sommes pas ceux qui ont pensé à la création de ces pays-là. Voilà pourquoi j'appelle ces étendues, ces surfaces, je les appelle les cloisons de Berlin, les enclos coloniaux. C'est-à-dire l'homme blanc s'est divisé l'Afrique en commençant par les bassins du Congo selon ses propres intérêts, sans pour autant questionner les autochtones, les autigènes, les propriétaires de terres, les héritiers de ces terres-là. Voilà comment nous avons subi la création des segmentations de Berlin, des cloisons de Berlin, où nous nous retrouvons aujourd'hui et nous revendiquons à haute voix comme étant nos pays. Voilà pourquoi lorsque je prends la parole, je me donne toujours la peine d'expliquer la différence entre les pays, l'État et la nation. Vous comprendrez pourquoi moi, lorsque je parle de ce que vous appelez la République démocratisée du Congo, je préfère utiliser la terminologie ou l'expression de nation Congo et non de parler de pays. Lorsque nous parlons de pays, il s'agit de frontières, c'est-à-dire lorsque vous regardez la carte de la RDC, ce qui est dessiné comme étant les limites frontalières de la RDC, c'est ce que nous appelons les pays. Lorsque nous parlons de l'État, nous parlons des institutions qui gèrent la surface territoriale qu'on a identifiée comme pays. Cependant, lorsque nous parlons de la nation, nous parlons de la population, nous parlons des clans, des ethnies, des tribus, nous parlons des familles qui composent ces peuples qui se retrouvent sur ces territoires-là. Et lorsque je parle de la nation Congo, pour moi, la nation Congo va au-delà des frontières de Berlin. Voilà pourquoi, étant panafricaniste, ayant adhéré dans la logique de la déberlinisation, je ne cesse de parler à haute voix de la déberlinisation de l'Afrique, un concept qui a été créé par mes frères artistes, un Sénégalais qui s'appelle Mansour Sis et un autre Canadien qui s'appelle Baruch Gottlieb, que je salue en passant. Nous parlons de la déberlinisation dans l'idée de faire sauter les frontières qui ont été créées à la conférence de Berlin. Et lorsque nous parlons de la déberlinisation, nous ne nous arrêtons pas aux frontières qui ont été tracées physiquement. Nous parlons aussi des frontières mentales, des frontières spirituelles que l'oppresseur, que le leucoderme nous a imposées, pas en 1885, mais depuis le 7e siècle. Lorsque aujourd'hui nous parlons de l'occupation du Congo, nous sommes censés remonter jusqu'à la source de cette occupation pour apporter les remèdes idéaux afin de guérir la nation Congo, afin de guérir Kamakatiopia. Voilà pourquoi je n'aime pas parler de pays, voilà pourquoi je rappelle à qui veut m'entendre que nous ne sommes pas dans des pays, mais nous sommes dans des enclos coloniaux. Ces enclos coloniaux ont été créés pour survenir aux besoins de l'Empire, aux besoins des oppresseurs, des agresseurs, aux besoins de l'Occident. L'Occident, ce sont ces gens-là qui se sont réunis à la conférence de Berlin pour charcuter d'abord les bassins du Congo en 3 et ensuite diviser l'Afrique et prendre possession de nos terres ancestrales. Voilà pourquoi en Lingala, nous disons à haute voix, Ezali Kambo ya Mabele. Lorsque nous parlons de Mabele, nous ne parlons pas du pays, nous parlons de la terre de nos ancêtres, nous parlons dans l'ordre de la nation. Pourquoi j'insiste sur la nation? Parce que dans la tradition bantoue, la terre n'appartient pas à un individu, la terre n'appartient pas aux institutions, mais la terre appartient au peuple. Voilà pourquoi je me suis toujours levé contre la loi Bakajika,
qu'on a voté vers les années 70 qui attribuait les terres, nos terres ancestrales à l'État. L'État étant une entité virtuelle, une entité qui passe tout le temps, nous ne pouvons pas attribuer nos terres qui sont les héritages que nos ancêtres nous ont légués à cette entité virtuelle. Voilà pourquoi nous restons dans la nation. Et je répète, dans la tradition bantoue, la terre appartient soit à la famille, soit au clan, soit à la tribu, soit à l'ethnie, soit au peuple et dans sa grande partie à la nation. Vous avez des peuples qui s'appellent des Bakongo, des peuples qui s'appellent des Bangala, des peuples qui s'appellent des Basongi, des peuples qui s'appellent Bamushi, des peuples qui s'appellent etc., etc. Et lorsque vous allez identifier cette population-là, vous vous rendez compte que et la langue qu'ils parlent et les terres où ils habitent portent les mêmes noms. Maintenant, l'oppresseur, l'agresseur, l'écoderme, l'empire, lorsqu'il est arrivé sur nos terres, il a compris tout de suite vers le XIVe siècle qu'il était impossible de contrôler ces territoires-là sans pour autant extirper le cerveau de la population. Le cerveau réside dans ce que nous appelons la tête. Et lorsque nous retournons dans la linguistique bantoue, dans la traduction Congo, on nous dit que la tête s'appelle Ntu, Intu. Et voilà comment vos ancêtres se sont identifiés vis-à-vis de ces agresseurs. Nous sommes des Bantous, nous sommes les Bantous, c'est-à-dire les Ntu, les têtes, les gens qui ont le cerveau, les gens qui réfléchissent, les gens qui pensent, les gens qui ont la conscience, à la grande différence des animaux qui n'ont pas de conscience et qui sont toujours en logique groupée. C'est de là que proviennent les mots bantou. Voilà pourquoi je dis à mes amis, si vous voulez comprendre les concepts qui font que nous sommes en vie aujourd'hui, allez questionner la linguistique bantou. Allez questionner la linguistique de vos traditions, de vos peuplades. Qui Congo. Chez les félins. Chez moi, nous parlons les Kikongo. Et dans les Kikongo, lorsqu'on parle de Ntu, c'est la tête. Et lorsque nous sommes plusieurs, nous devenons Bantou. Lorsqu'on est singulier, on est Mtu. Au pluriel, Bantou. De là est sorti le néologisme Bantou-cratie. Ce qui a voulu que, depuis 2012, je me mette à l'écriture de ces bouquins que je vous conseille amplement de vous en procurer. Le bouquin est édité aux éditions Sidney Laurent. Le bouquin peut s'acheter sur Amazon, peu importe les pays où vous êtes. Sur Internet, lorsque vous tapez Bantou-cratie 2021, la révolte de l'esprit, ça vous donne les liens où vous pouvez vous procurer de ces bouquins afin de connaître les motivations, les leitmotivs de ce que pensaient nos ancêtres autrefois avant que l'agresseur n'arrive. Et lorsqu'ils sont arrivés chez vous, ayant compris que l'être Muntu étant très spirituel, l'agresseur, l'écoderme, a agi dans la spiritualité. Ils nous ont apporté leur religion, ce que j'appelle les religions de la tradition judéo-christiano-musulmane. Des religions qui sont arrivées chez nous, pas par la volonté de Messie Dieu là-haut, mais par la volonté de vos oppresseurs, de vos agresseurs, de vos violeurs, de vos spoliateurs, de vos expropriateurs, de ceux qui vous génocident, de ceux qui vous massacrent, de ceux qui charcutent votre population depuis le 7e siècle. Et ramener ces religions-là chez nous a commencé en 622 vers l'égir de Mahomet. Lorsqu'il a fui la Mecque pour trouver la sécurité, il était obligé de se réfugier quelque part en Afrique avec ses adeptes. Ils ont usé de la violence pour convertir les Africains à la foi musulmane. Ça, c'est vers le 7e siècle avançant. Et vers le 14e siècle, à la faveur de la bulle papale, les Romanus Pontifex, publié par Nicolas V qui était le pape de l'église, esclavagiste et catholique, ils ont accepté à ce que l'homme noir, au nom de la christianisation de l'Afrique, soit traité comme un objet. La chosification de l'humanité noire. Le mélanoderme est devenu un objet. Et c'est en ce moment-là que
les leucodermes qui sont arrivés avec Diego Cao, sous prétexte de christianiser le peuple bantou Congo, vont vous rendre esclaves, vont vous transformer en objet de travail et en même temps, ils vont vous déporter vers l'hémisphère ouest. Mais pendant ce temps-là, en ayant imposé les religions de la tradition judéo-christiano-musulmane, ces agresseurs, les codermes, se sont rendus compte que le Bantou Congo était incontrôlable et c'était impossible de maîtriser le Bantou Congo parce que nous avions déjà une tradition multimillénaire avec le royaume Congo qui existait avant même que les Blancs n'arrivent chez nous. Et cette logique de la tradition Congo voulait qu'il y ait de la résistance partout dans les bassins du Congo. Et pour accéder à sa volonté, l'écoderme, l'agresseur oppresseur, a agi comme il a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Divide et impera. Diviser pour régner. Ils ont commencé par charcuter les royaumes Congo en plusieurs morceaux. Dès le 15e, 16e, 17e siècle, tout le travail de l'Occident au bassin du Congo était de diviser les royaumes Congo. Ils ont créé des royaumes par-ci, par-là, en se soutenant sur l'aide de quelques rebelles qui n'acceptaient pas la royauté à l'époque. Ces occidentaux impérialistes, l'écoderme, ayant passé pendant 4 siècles depuis le 14e siècle, et surtout 7 siècles depuis 622 de l'égir de Mahomet, s'est rendu compte que pour y arriver, il fallait agir par la violence. Voilà comment ils se sont retrouvés à la conférence de Berlin, parce que leurs intérêts étaient dans une forme de hiatus qui empêchait, qui voulait que les Blancs entre eux s'entretuent chez nous. Et les raisons qui ont voulu leur expansionnisme, qu'ils viennent vers nous, ne tenaient plus lorsqu'ils se combattaient entre eux. Voilà pourquoi ils sont allés à la conférence de Berlin. Et comme ils savaient que le nœud du problème en Afrique se trouvait dans les bassins du Congo, dans les royaumes du Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé les royaumes du Congo, les bassins du Congo en 3. Ils ont créé Congo d'Angola, Congo, Kinshasa et Congo d'Anfoua. L'Angola, la République a démocratisé du Congo ou l'État indépendant du Congo de son vrai nom et le Congo-Brazzaville. 1885. C'est comme ça qu'ils ont attribué à Léopold II la terre de nos ancêtres, pas les pays. La terre de nos ancêtres sur une superficie de 2 345 070 km². Et ces pays-là, on a appelé ces pays-là État indépendant du Congo, zone de libre-échange, propriété privée des rois des Belges. Vers le début du 19e siècle, 20e siècle, à la suite de la création du pneu par John Dunlop, donc ce moment on a pneu marque Dunlop, c'est lui qui a découvert, grâce au vélo, au tricycle et au bicycle de son neveu, qu'il fallait mettre une chambre à air en caoutchouc dessus la roue pour permettre à ce que les vélos puissent circuler tranquillement. C'est John Dunlop qui a breveté les pneus. Et c'est le boom du pneu qui a voulu que, au Congo-Kinshasa, les produits qui permettaient de fabriquer les pneus, c'est-à-dire les caoutchoucs, étaient naturels, les VA. Ce qui a fait que Léopold II organisa des atrocités à tel point que lorsque nous sommes arrivés en 1915, la moitié de la population de l'État indépendant du Congo était décimée aux atrocités orchestrées par Léopold II pour s'approvisionner du caoutchouc qui provenait de la plante EVA. C'est-à-dire, nous avons vu nos ancêtres se faire couper les mains, se faire couper les pieds, se faire arracher les sexes, se faire arracher les seins pour satisfaire à la boulimie de Léopold II dans les quotas d'EVA de caoutchouc. Donc, lorsqu'il était prévu de ramener 10 kilos d'EVA, de la sève d'EVA, c'est-à-dire du caoutchouc, et que lorsque vous arrivez au poste de contrôle et qu'il mettait cette quantité sur la balance et que ça ne faisait pas 10 kilos, on vous coupait la main gauche et la main droite. Lorsque vous n'aviez plus de mains, on vous arrachait les sexes. Et lorsque vous n'aviez plus les sexes, on vous arrachait les seins de votre femme ou alors on allait se décharger sur vos enfants. On coupe les enfants, les mains, les pieds. On coupe les enfants, les seins et les sexes. Ces atrocités-là ont voulu que
vers les débuts des années 1900 avec Edmond Morel et tous ces autres occidentaux qui étaient restés de l'autre côté de la lumière ont clamé à haute voix qu'il s'agissait des atrocités inacceptables. Voilà pourquoi, en 1890, George William Washington envoya sa lettre ouverte où il demandait au roi de Belge Léopold II l'indépendance de l'État indépendant du Congo, où il parlait des atrocités que des troupes sous ordre de Léopold II orchestraient dans l'État indépendant du Congo. George William Washington, c'est un noir américain. C'est un missionnaire qui est arrivé grâce à leurs églises, leur christianisation, mais qui s'est rendu compte que ses frères noirs étaient massacrés, tués pour rendre service, pour satisfaire la boulimie de Léopold II. Lorsque vous parlerez la prochaine fois du père de l'indépendance du Congo, de la République à démocratiser du Congo, pensez à George William Washington, 1890. C'est le premier à avoir demandé l'indépendance de l'État indépendant du Congo et que ces terres-là reviennent aux propriétaires des terres. Et dans son argumentaire, George William Washington parlait de la tradition bantoue qui voulait que les terres n'appartiennent pas à un individu, mais appartiennent au peuple. Et vous êtes mieux placé pour le savoir. Mabele, Ezaya Bakoko Nabiso, Ezaya Mutute. Pour contredire la vision qui voulait que l'État indépendant du Congo soit propriété privée de Léopold II. Désormais, lorsque vous parlerez des pères de l'indépendance, de la République à démocratiser du Congo, ne parlez plus de Lumumba, ne parlez non plus de Kimbangu, parce que Kimbangu n'a jamais lutté pour l'indépendance du Congo. Kimbangu luttait pour la libération du Congo, c'est un autre combat. Mais lorsque vous parlez de l'indépendance, dites à haute voix, le père de l'indépendance du Congo s'appelle George William Washington. Ce n'est ni Lumumba, ni Kasavubu, ni nos pères de l'indépendance qui ont lutté vers les années 50-60 sans pourtant me moquer de leur combat. Ceux qui sont malins, qui sont intelligents, ils iront sur n'importe quel moteur de recherche, ils vont taper George William Washington et ils auront la réponse pour savoir qui étaient ces messieurs-là. Vers les années 1908, Léopold II, suite à la pression internationale par rapport aux atrocités qu'il orchestrait au Congo, a dû céder la République, l'État indépendant du Congo, à la Belgique. Et le Congo est resté colonie belge jusqu'au 30 juin 1960. Maintenant, je vous disais, les impérialistes qui se sont réunis à la conférence de Berlin entre novembre 1884 au 25 février 1885, ce sont ces mêmes gens-là, après la Première Guerre mondiale, 14-18, qui se sont réunis, qui ont créé ce que vous avez appelé la Société des Nations. Cette Société des Nations qui deviendra, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies. Donc, lorsque vous parlez de l'ONU, Organisation des Nations Unies, pensez à la Société des Nations, pensez surtout à la conférence de Berlin. Parce que ceux qui ont été à la conférence de Berlin, c'est cette organisation qui est devenue après Société des Nations, et ce sont ceux-là qui ont devenu après Organisation des Nations Unies. L'occupation internationale, les complots internationaux dont est victime le Congo aujourd'hui, a un modus operandi. Il a un mode opératoire, une manière de faire. Et cette manière de faire, lorsque vous remontez notre histoire depuis 622 avec les gires de Mahomet, vous allez vous rendre compte que c'est la même méthode que les oppresseurs utilisent. Vers le 15e siècle, lorsque la bulle papale a été publiée, les Romanus Pontifex, des missionnaires, des militaires, des mercenaires et surtout des questions liées aux mines ont été mises sur la table. On vous a parlé des 3 M. M comme missionnaire, c'est-à-dire l'Église. M comme militaire, c'est-à-dire toutes les troupes armées, mercenaires et consorts qui sont arrivés. Et M comme mine, c'est-à-dire minerais. Ils venaient pour amener la christianisation avec missionnaires. Ils venaient pour vous soumettre avec la militarisation extrême de nos terres, des troupes étrangères, et surtout pour vous exploiter avec le 3e M qui était lié aux minéraux. Vers les années 1885, lorsqu'on a cédé les terres à Léopold II,
les raisons ont été les mêmes. Ils ont construit des colonies scolaires qui se sont transmises après à écoles catholiques. Lorsque vous voyez la prolifération des écoles catholiques partout au Congo, c'était des colonies scolaires qui ont été créées par Léopold qui a financé. Et Léopold disait à haute voix que ces colonies scolaires étaient des usines qui fabriquaient des citoyens, des sujets à la solde de Léopold II. Lorsque je vous parle des avatars, de Mindele Ndombe, je vous parle de tous ces gens-là, et vous remarquerez que tous ces troupes-là qui ont fait du bordel chez nous, la plupart des cas, ces gens-là sont issus des colonies scolaires catholiques. Et Léopold II, il y a des documents qui existent encore aujourd'hui où il intimait l'ordre aux catholiques d'enseigner les nègres indigènes selon la volonté de l'occupation, de la colonisation et non selon la pensée bantou. Voilà pourquoi vers les années 1919, 20, 21, Jules Rankin fera cet audio-là qui circule aujourd'hui, que tout le monde partage en disant que c'était Léopold II, où il dit « Ne leur enseignez pas Dieu parce qu'ils connaissent Dieu, ils parlent de Nzambia Mpungu ou quelque chose, il ne faut pas rêver, le chat qui dort machin. » C'est lui qui parle dans cet audio-là, c'est Jules Rankin. Jules Rankin qui a donné ce que vous appelez quartier de 20 mains aujourd'hui, les quartiers de Matongé 20 mains, les noms. C'est lui qui était ministre des colonial ou quelque chose comme ça. À l'époque, il a dit ce discours-là aux catholiques qui venaient civiliser les Congolais, qui venaient christianiser les Congolais. Il venait vous apporter les dieux des traditions judéo-christiano-musulmanes, comme si avant Diego Cao, comme si avant l'égir de Mahomet, nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu, nos ancêtres ne priaient pas Dieu. Ils viennent vous parler de Messie Dieu, qui est le papa de Jésus-Christ, qui aurait envoyé le Saint-Esprit pour aller forniquer avec Marie, pour fabriquer Jésus-Christ. Alors que toi et moi, nous savons pertinemment que pour qu'ils puissent avoir grossesse, il faut qu'il y ait les sexes de l'homme et de la femme qui se mettent ensemble. Il faut qu'il y ait des spermatozoïdes et des ovocytes de la femme qui se mélangent et au bout de 9 mois, ça forme l'enfant. Comment un esprit qui n'a pas de corps, qui n'a pas de sexe, qui n'a pas de spermatozoïdes peut engrosser une femme portant les scaphandres corporels que nous avons? Et lorsque nous posons ce genre de questions, on va nous traiter de tous les noms pour la simple raison que nous arrivons au sommet de la pensée, de la philosophie. Et puisque j'existe, donc je dois penser. Et lorsque je pense, je pose des questions. Comment un esprit qui n'a pas un corps, qui n'a pas de zizi, qui ne peut pas produire de sperme, peut engrosser une femme en chair et en os? Voilà pourquoi dans mon livre Bantoocratie 2021, le soleil est devant, le tome 2 qui va sortir l'année prochaine, j'essaie d'expliquer et vous dire que si Jésus-Christ était né en 1960, 1970, 1980, je vous assure qu'on aurait bouclé Nazareth et Bethléem, on allait passer au test ADN de chaque individu et je vous jure, dans la communauté de Bethléem, on aurait trouvé le papa de Jésus. Et en aucun cas, il ne serait le Saint-Esprit ou Messie Dieu qui serait là-haut. Je parle aujourd'hui de la MONUSCO. MONUSCO, nous demandons à la MONUSCO de dégager. Nous disons que MONUSCO is killing in Congo. Je vous parle de cet aspect historique. C'est pour vous permettre de comprendre comment l'impérialisme, parce que le vrai ennemi dans l'occupation aujourd'hui de nos terres, c'est l'empire, c'est l'impérialisme. Pour vous permettre de comprendre comment l'impérialiste fonctionne, comment il agit, comment il avance ses pions. Je vous ai parlé des colonies scolaires créées par Léopold II en association avec les catholiques, l'église esclavagiste catholique. Je vous ai parlé de la bulle papale, les Romanus Pontifex de Nicolas V. J'ai omis de vous parler de la bulle papale de Jules III qui a autorisé la déportation de la population africaine en Amérique, soi-disant les Africains n'avaient pas d'âme et les Espagnols, disons les Amérindiens, avaient de l'âme. Et cette histoire-là est racontée dans la controverse des Valladolid. Ceux qui aiment lire, tapez controverse des Valladolid et c'est toute une histoire qui est racontée là-bas où vous verrez Bartolomé de las Casas qui est en débat avec Sepulveda. Bartolomé de las Casas est en train de défendre le fait que les Amérindiens ont une âme et ce sont des humains. Et Sepulveda qui dit que les Amérindiens n'ont pas d'âme et la guerre que l'Espagne et le Portugal mènent contre l'Amérique
latine est une guerre légitime que Dieu lui-même reconnaît. À la fin de ces débats qu'on appelle la controverse des Valadoïdes, les représentants du pape, Vanus Roncieri, si je ne me trompe pas de notre Roncieri, le légat du pape a décidé que les Amérindiens avaient l'âme et de ces faits ne pouvaient être exploités sur leurs terres en Amérique. En retour, comme les colons qui étaient en Amérique latine à l'époque avaient leur main d'œuvre, leur business fonctionnait avec les Amérindiens qui travaillaient comme esclaves, le légat du pape a dit à haute voix que vous pouvez aller piocher les nègres indigènes parce qu'ils n'ont pas d'âme. Voilà pourquoi je ne cesse de rappeler l'œuvre de l'église esclavagiste catholique dans toutes les atrocités que nous avons subies, ces atrocités qui sont inscrites dans notre ADN, dans notre génétique spirituelle, des choses que nous naissons avec, avec des traumatismes, avec des douleurs que personne d'autre ne peut comprendre à part nous-mêmes. Et en l'occurrence, nous, les Bantous, parce que lorsque vous allez fouiller dans tout ce qui a été déportation entre le 15e et le 19e siècle en Amérique, vous allez vous rendre compte que 40% de la population noire qui a été déportée dans les Amériques provenait du bassin du Congo, à l'occurrence du royaume Congo. Voilà pourquoi on vous dit que vers 1920, la population congolaise a été réduite à la moitié. Et ces gens-là ont travaillé ainsi jusqu'à 1960 lorsque vous avez demandé l'indépendance. Et en demandant l'indépendance, voilà pourquoi j'ai fait la différence entre Lumumba, Kasavubu, George William Washington, dont je vous ai dit que c'est le père de l'indépendance du Congo, et Mvuluzi Kimbangu. Pourquoi j'ai fait cette différence-là? Parce que lorsque vous rentrez dans les combats de Mvuluzi Kimbangu, vous comprenez tout de suite que Mvuluzi Kimbangu ne se battait pas pour l'indépendance du Congo. Il se battait pour la libération du Congo, la libération de l'Afrique et de l'homme noir de l'occupation impérialiste. Donc les combats de Mvuluzi Kimbangu, c'était un combat lié à la terre et à l'esprit de la nation Congo. Pour la simple raison qu'on ne pouvait pas comprendre qui est de Bakongo dans la République à démocratiser du Congo, qui est de Bakongo au Congo-Foua, qui est de Bakongo au Congo d'Angola, pendant que ce sont trois pays différents. Voilà pourquoi on remontait à la source de la séparation, de la division de ce qui était le royaume du Congo, à la conférence de Berlin, et ce qui était avant. Voilà comment nous montrons la lumière à ceux qui veulent vraiment voir où ils vont. Mvuluzi Kimbangu n'a jamais lutté pour l'indépendance de ces territoires-là que vous appelez République à démocratiser du Congo ou étant indépendant du Congo de son vrai nom. Mvuluzi Kimbangu combattait à lutter pour la libération des terres ancestrales qui nous appartenaient. Voilà pourquoi je pose la question dans ces livres, Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Comment pouvons-nous demander l'indépendance sur des terres qui nous appartiennent, des terres que nous ont léguées nos ancêtres? C'est là où vous comprenez comment les combats de nos pères de l'indépendance ont été désaxés. Mais lorsque vous allez questionner les pédigrés de ces pères de l'indépendance sans pour autant manquer du respect à tous ces héros-là, vous allez vous rendre compte que dans la majorité, ce sont des gens qui sont passés à l'école catholique, c'est-à-dire des institutions, des conditionnements intellectuels et idéologiques. Ce sont des gens qui sont passés à l'église catholique, c'est-à-dire camps de concentration spirituelle. Vous y allez dans ces institutions, dans ces camps de concentration, on vous mange le cerveau et à la place du cerveau qu'ils ont bouffé, ils vous mettent ce qu'ils veulent bien que vous puissiez concevoir. C'est comme ça qu'ils sont passés dans la création par la génétique spirituelle modifiée. Ensuite, ils sont passés par la création des enfants de l'Empire et des avatars. Lorsqu'ils ont cédé l'indépendance en 1960, ceux qui ont pris l'indépendance étaient des catholiques, étaient des protestants, étaient des francs-maçons, étaient des rosicruciens, étaient dans toute forme d'obédience liée à la tradition judéo-christiano-musulmane, mais aucunement à ce qui était nous, notre authenticité, Bobisso. Voilà pourquoi Kasavubu a failli devenir prêtre. Voilà pourquoi au Congo, Mabiala était prêtre.
Voilà pourquoi Barthélemy Boganda en Centrafrique était prêtre. La plupart de ces gens qui ont lutté pour l'indépendance, vous allez voir rendre compte que c'était des prêtres ou des gens qui ont été dans des institutions, des conditionnements idéologiques et spirituels qui sont liés à l'église catholique ou à ce que vous appelez les Illuminati, la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et lorsque vous allez maintenant vous rendre compte qu'ils ont eu l'indépendance en 1960, mais ils n'étaient pas toujours indépendants, il y a eu cette vague-là de ceux qui ont fait des coups d'État. Et lorsque vous allez questionner sur ceux qui ont fait des coups d'État entre les années 60, 70, 80, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces militaires-là sont ici des académies militaires occidentales ou alors ils ont été dans la force publique, ce qui est le cas du Congo avec Mobutu. Et la plupart des cas en Afrique, c'est ça. Parce qu'ils sont passés par des camps de concentration spirituelle où on leur a mangé le cerveau. Ils sont passés par des institutions de conditionnement idéologique intellectuel où on leur a inculqué une idéologie qui n'avait rien à voir avec notre authenticité, notre originalité. Mobutu a pris le pouvoir en RDC. Vous êtes resté pendant 32 ans sous la dictature, malgré sa politique du recours à l'authenticité qu'il n'a pas bien appliqué pour la simple raison que l'environnement spirituel, idéologique et politique ne les permettait pas. En 1997, excusez-moi chers amis, comme les magiciens sortent les pigeons de leur chapeau, on vous fait sortir Laurent Désiré Kabila, qui arrive avec des troupes rwandaises, ougandaises, burundaises, angolaises, sud-africaines, avec la logistique sud-africaine et l'intelligence américaine pour attaquer Mobutu et déloger Mobutu, prendre le pouvoir. C'est de cette occupation-là que nous parlons aujourd'hui. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours l'habitude, lorsque je prends la parole, pour parler de l'occupation, je remonte à la source parce que l'occupation que nous avons aujourd'hui n'est que la métamorphose de l'occupation originelle de l'Empire. L'Empire a compris qu'en agissant sur nos terres, il sera responsable des crimes et atrocités et lui seul aura à payer. Voilà pourquoi ils ont créé des proxystes, des États proxystes comme le Rwanda, Ouganda, Burundi, Angola, qui vont vous attaquer et vous faire la guerre. Et parmi vous, comme vous aviez déjà des gens qui avaient la génétique spirituelle modifiée, des gens qui étaient des enfants de l'Empire et la création des avatars, vous avez hérité d'une classe politique vendue qui parle de tout sauf de l'intérêt du peuple. Depuis 1960 à aujourd'hui, la classe politique congolaise a failli dans sa mission. Elle a été tellement médiocre que nous, aujourd'hui, en 2022, nous sommes en train de subir les erreurs qu'ils ont commises il y a plus de 60 ans. Voilà pourquoi Bisoba Nabilaka, nous sommes venus parce que nous sommes motivés par la flamme de nos ancêtres que nous appelons les flambeaux sacrés. Les flambeaux sacrés que j'ai définis dans ces livres. Bantoukratie 2021, la révolte de l'esprit, que je vous convie, vraiment je vous conjure à lire. Vous comprendrez pourquoi Mvuluzi Kimbangu tient une place de chef dans ces combats. Voilà pourquoi je vous rappelle que les combats de Kimbangu étaient de la libération et non de l'indépendance. Ceux qui ont fait la politique depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce sont ceux qui ont accepté l'indépendance, c'est-à-dire les châteaux entiers vous appartiennent. Les Blancs, ils arrivent, ils divisent votre château en plusieurs morceaux et ils vous confinent dans une chambre. Au lieu de réclamer les châteaux entiers, vous réclamez l'indépendance de la chambre où vous êtes confiné. Voilà pourquoi je pose la question de savoir comment pouvons-nous demander l'indépendance sur des terres qui nous appartiennent, des terres que nos ancêtres nous ont léguées. Voilà pourquoi je répète de faire la différence entre les pays qui a été créé en 1885, l'État, qui sont les institutions qui dirigent ces territoires-là créés en 1885, et la nation, qui sont les populations autochtones, propriétaires des terres ancestrales que vous avez découpées en plusieurs morceaux. Voilà pourquoi je n'aime pas dire mon pays, où j'appelle les pays africains des pays, je les appelle des cloisons de Berlin. Ce sont des cloisons, des endroits qui ont été découpés dans notre propre château, où on nous a confinés. Et nous, par nationalisme de rancune, nous nous levons contre cette volonté-là qui a voulu que nos familles soient divisées. Il y a des familles qui se trouvent au Bas-Congo, en Luozi, et une autre partie se trouve au Congo-Mfou, à Brazzaville.
Pareil, côté de l'Angola, à l'Est, c'est pareil, des familles qui se trouvent sur les deux frontières. Comment vous faites pour résoudre ces problèmes? En 2007, Mémoire d'Ansemi vous parle d'une histoire qui se passe quelque part dans une province, je pense le Congo central, où le chef a été enterré, la tête se retrouve en RDC, le corps se retrouve au Congo-Foire. Lorsque nous venons pour déposer les fleurs, nous allons déposer les fleurs au Congo-Foire ou en RDC. Voilà pourquoi je suis pour la déberlinisation. Mais revenons maintenant à la MONUSCO. La MONUSCO, ce sont des troupes d'occupation qui ont été déployées au Congo depuis l'an 2000. Et lorsque vous rentrez dans la logique dont je vous ai parlé des 3 M, M comme missionnaire avec l'église, M comme militaire avec l'occupation armée et M comme mine, l'exploitation de nos minéraux, vous comprendrez tout de suite dans quelle position vous allez mettre la MONUSCO. La MONUSCO est une organisation internationale issue de l'Organisation des Nations Unies de l'Occident. Je précise Organisation des Nations Unies de l'Occident pour la simple raison que les décisions qui sont prises là-bas ne sont pas des décisions que nous, chez nous, nous prenons, mais ce sont des grands de l'Occident qui prennent ces décisions-là. La MONUSCO, au moment où nous sommes en train de vous parler, a une force à déployer des troupes en ordre de 17 783 précisément, en RDC. Et ces troupes-là étaient là pour pacifier le Congo, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des atrocités. Ces troupes-là étaient au Congo parce qu'il fallait s'interposer dans des combats avec les troupes négatives et les troupes étrangères qui attaquaient le Congo. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui 2022, 22 ans après, la MONUSCO est payée 1,5 milliard de dollars par an pour subvenir à ses besoins. Tel que vous connaissez la MONUSCO jusqu'à aujourd'hui, quelle est cette force négative ou cette organisation armée que la MONUSCO a déjà neutralisée au Congo? Depuis 2000 à aujourd'hui en 2022, vous allez vous rendre compte que le taux de mortalité des viols au Congo a explosé de manière exponentielle et à une vitesse faramineuse. Vous parlez de 48 viols par heure, vous parlez de plus de 12 millions de morts. Le premier rapport qui parlait de génocide au Congo, c'est les rapports publiés par International Rescue, le Secours International en 2001. C'est-à-dire une année après l'arrivée de la MONUSCO. Quels sont les chefs de guerre, les chefs militaires, en passant par la MLC Ouganda, RCD Rwanda, CNDP Rwanda, M23 et toutes ces organisations internes et externes qui prolifèrent à l'est du Congo, qui foutent les bordels? Qui a déjà été neutralisé? Quelle organisation a été neutralisée? C'est là où je vous ramène à la logique de 1885, à la logique de 1483, où je vous dis que l'Empire vient, il crée une situation, il vous confine dans cette situation-là, et vous cherchez à résoudre cette situation-là, alors que le problème n'est pas là. En fait, vous êtes en train de mener les combats selon la volonté de l'Empire, et non selon la volonté de vos ancêtres. Lorsque vous pensez que les troupes de MONUSCO sont au Congo pour amener de la paix, vous êtes en train de vous mettre les doigts dans l'œil pour la simple raison que la MONUSCO est là pour protéger les intérêts de l'Organisation des Nations Unies de l'Occident. Autant les troupes rwandaises rentrent au Congo, autant les troupes ougandaises rentrent au Congo, autant tous ces pays voisins attaquent le Congo pour exploiter le Congo, la MONUSCO fait le même travail. Les Rwandais vont prendre ce qu'ils ont à prendre, les Ougandais prennent ce qu'ils ont à prendre. La MONUSCO aussi se rassure que les intérêts de l'Occident de l'Empire vont bien là où il faut. Voilà pourquoi la MONUSCO ne s'est jamais interposée contre les troupes négatives. Voilà pourquoi la MONUSCO ne s'est jamais engagée dans une vraie guerre contre les occupants du Congo. Au contraire, la MONUSCO, aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de vous parler, est en train de tuer les civils au Congo. Ces troupes-là sont arrivées au Congo pour ramener la paix. Ces troupes-là sont arrivées au Congo pour chasser les forces négatives. Ces troupes-là sont arrivées au Congo pour s'interposer contre des troupes armées de par-ci, par-là. Combien de troupes armées la MONUSCO a déjà mis hors d'état de nuire? Combien de fois nous n'arrêtons de vous parler de massacres, de tueries, de viols au Congo depuis 2000 à aujourd'hui? Et lorsque je vois Bintou Keïta dire que 70% des personnels de la MONUSCO sont des Congolais, mais pour qui elle nous prend cette dame-là?
Je vous rappelle encore, je répète, 17 000, je disais, 783 éléments des MONUSCO sont déployés au Congo. Et dans ces 17 000, il y a 60 États qui sont dans la contribution du personnel. Et je peux vous citer ces pays-là et vous allez vous rendre compte que les Congos dans tout ça n'y est pour rien. Parce que lorsque nous allons créationner à Bintou Keïta, les personnes civiles, les éléments civils qui travaillent au Congo, dans les camps militaires, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 2970 civils. 2970 civils sur les 18 000 éléments déployés peut faire 70%. Et dans les 2970 civils qui sont déployés, vous pensez que les Congolais sont la majorité là-dedans? Voilà comment on se moque de vous. Voilà comment on est en train de vous enfoncer les doigts là où il ne faut pas. Et on vous fait croire qu'ils sont en train de vous gratter parce que ça chatouille. La MONUSCO est la représentation des troupes internationales, du complot international contre les Congo. Ce sont des troupes d'occupation, autant les Rwanda Defense Force, autant les Uganda People Defense Force, autant les M23, les CNDP et la MONUSCO, ils sont dans les mêmes protocoles. Empêcher à ce que les Congo, Bantou Congo, prennent en charge la terre de ses ancêtres, de leurs ancêtres. Voilà pourquoi ils sont là toujours pour chercher des médias 14. Lorsque la MONUSCO tue, on parle d'incident. Lorsque la MONUSCO est chargée par la population, on parle des attaques qui sont punies par crime de guerre. Hier encore, vous avez vu ces troupes-là franchir la frontière avec l'Ouganda à Kassindi, tirant à balles réelles à bout portant sur la population et les policiers congolais. Mais le pire dans tout ça, ce n'est pas parce que nous sommes en train de manifester, de faire du bruit, de parler. Nous devons comprendre que la MONUSCO, l'ONU a un engagement avec la République à démocratiser du Congo, l'État indépendant du Congo qu'on a appelé zone de libre-échange, propriété privée de Léopold II. Aujourd'hui, la RDC est la propriété privée de la communauté internationale. La RDC est une zone de libre-échange où toutes les puissances du monde peuvent venir exploiter à leur guise. Sans pour autant que les autochtones, les autigènes, les indigènes Congo puissent en profiter du sang de la terre de nos ancêtres et du sang de nos frères qui sont tués matin, midi et soir en complicité avec la communauté internationale qui est chapeautée par l'ONU, Organisation des Nations Unies de l'Occident. Et la cerise sur les gâteaux, pour vous permettre de rester vraiment distrait dans cette affaire-là, que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que l'Occident, l'Empire fait? Il crée des avatars qui ont la même peau que vous, qui sont nés dans les mêmes familles que vous, qui parlent les mêmes langues que vous, qui s'expriment, s'habillent comme vous, mais qui en réalité sont plus blancs que vous. Ces avatars-là, ce sont vos personnalités. Des gens qui seront récompensés par des trophées, par des organisations internationales qui sont responsables du génocide au Congo. C'est-à-dire, ils font les pyromanes, en même temps, ils vont jouer aux pompiers. On va vous sortir des personnalités qui viendront vous parler, vous dire, non, les peuples congolais, ne vous levez pas contre la MONUSCO parce que vous êtes en train de faire les jeux des agresseurs. Mon gars, ça fait 22 ans que les Congolais est tué, décimé, violé, massacré. Les Congolais est lâché à sa merci et personne dans le monde parle du Congo. Lorsque les Congolais se lèvent contre les occupants, qui tu es toi pour faire la leçon de morale à cette population-là qui trime depuis plus de 25 ans d'un génocide de plus de 12 millions de morts? Docteur Mukwege à l'occurrence. Mes amis, vous qui êtes proches de moi, c'est une mise en garde. La prochaine fois qu'il va mettre son nez dans ces affaires-là, nous allons sortir les cadavres du placard. Vous devez vous mettre à la place de la volonté populaire et non assurer vos intérêts parce que vous êtes appelé prix Nobel de la paix et vous devez tenir un discours catholique pour ne pas déranger qui que ce soit. Ce sont tes frères congolais qui sont violés, massacrés, tués, génocidés. Et ces gens-là que tu fais les doux yeux, ça fait plus d'un moment que tu cours dans leur bureau avec ton fameux rapport mapping qu'ils ne veulent en parler. À un moment, il faut savoir te taire par rapport à ton âge. Parce que s'il faut qu'on te manque du respect, on va le faire. Et personne au monde ne va nous interdire. Et dans cette création-là des avatars du système,
On a créé des avatars au sein de ceux qui sont censés parler du peuple. Les combattants, les résistants, les politiciens et consorts. Et vous verrez tous ces gens-là se réunir tout le temps derrière une personne, un tel président. Nous allons soutenir Mukwege président. Nous soutenons Fayulu président. Nous soutenons Katumbi président. Nous soutenons Jean-Pierre Bemba président. Mais vous n'avez pas compris qu'en 2006, vous avez soutenu Jean-Pierre Bemba. Il a accepté l'inacceptable. Vous n'avez pas compris qu'en 2011, vous avez soutenu Tshisekedi. Il a demandé l'impérium. En 2018, vous étiez derrière Fayulu qui a pardonné. Et on vous envoie en 2023 pour des élections qui seront organisées dans un pays occupé. Êtes-vous conscient du combat que vous menez, contre qui vous avez affaire? Quel est le monstre qui est en face de vous? Et quels sont les outils que vous utilisez pour combattre cet occupant-là? Ou alors, vous êtes les enfants de l'Empire, ceux de la génétique spirituelle modifiée, qui sont comme nous, qui ont la même peau que nous, qui parlent comme nous, mais qui en réalité, qui sont plus blancs que les blancs eux-mêmes. Dans un pays occupé, on ne fait pas de la politique. Dans un pays occupé, on ne fait pas de l'humanitaire. Dans un pays occupé, il n'y a pas de prix Nobel de la paix. Pour la simple raison que tous les jours, les gens meurent là-bas. De quelle paix on est le prix Nobel? De quelle politique aller aux élections alors qu'en 2018, on a perdu ces élections-là? Nous avons tout soutenu. Nous avons dit que Fayulu a gagné. Mais qu'est-ce que Fayulu vous a donné en retour après avoir perdu les élections de 2018? Pareil pour Tshisekedi, pareil pour Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, ils sont tous là en train d'accompagner la parodie électorale dans un pays occupé pour légitimer ces élections-là quand elles auront lieu en 2023, comme ils ont légitimé les élections de 2018, comme ils ont légitimé les élections de 2011 et ainsi avec les élections de 2006. Toi, Congomani, Congolais, où tu es, tu ne comprends toujours pas pourquoi, ou alors nous devons tomber dans la vulgarité extrême, aller vous chercher dans la fosse sceptique avec les asticots et les cafards pour vous montrer la lumière. Nous sommes plus nobles que cela. Et pona likambo ya mabele. Nous n'allons pas cesser de le dire. La MONUSCO doit dégager du Congo parce que la MONUSCO est et ce sont des troupes d'occupation. Et vous remarquerez vos politiciens, tous, silence absolu, en commençant par Tshisekedi Limbondo, qui est censé être votre président de la République. Des troupes étrangères sont en train de tuer tes frères congolais. Jusqu'à ce que le président de Burundi, vienne présenter ses condoléances au peuple congolais par rapport à ce qu'ils appellent l'incident de la MONUSCO. Ce n'est pas un incident. C'est toujours comme ça que la MONUSCO s'est comportée au Congo. Dans les viols des mineurs, dans les viols des hommes, femmes, jeunes, enfants, jeunes et vieux, dans l'extraction des minéraux des Congolais parce que no job est sorti de la bouche d'un représentant de la MONUSCO. Ils sont là parce qu'ils doivent accompagner l'occupation et empêcher à ce que les peuples congolais puissent comprendre cette occupation-là. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien total à nos frères de l'Est du Congo, nos frères congolais de l'Est qui ont tout compris où se trouvait la problématique du Congo. Ceux-là qui sont en train de manifester encore aujourd'hui pour le départ de la MONUSCO et de toutes les troupes étrangères du Congo. Et tout Congolais qui a ses arrière grands-parents qui peut justifier sa lignage sous les terres du Congo ne peut que soutenir cette démarche-là. Parce que lorsque vous parlez de Kimbangu, lorsque vous parlez de Kimpanvita, lorsque vous parlez de Mbemba, Nzinga, Nzingankuvu, Mvintankanga, tous ces gens-là ont combattu l'Empire. Ils ont combattu le système impérialiste qui veut qu'aujourd'hui, vous êtes assujettis, dominés. Vous n'avez plus de futur dans votre pays. Vous ne savez pas ce qui deviendra demain le Congo pour vous. Vous ne savez même pas qu'est-ce que vous allez léguer à vos frères et sœurs, vos enfants, vos descendants. Moi, Maël Ayokaka. En tout cas, bandeko ba bolingo. Bosa lokola ngai. MONUSCO, il faut y dégager na Congo. Et tout Congolais digne de ce nom ne peut que parler dans ce sens-là. MONUSCO doit dégager parce qu'il s'agit de troupes d'occupation. 22 ans au Congo, 33 milliards de dollars qui n'ont servi à rien du tout à part enfoncer encore dans les profondeurs de la dette la République a démocratisé du Congo. Nous sommes passés de 3 millions à 6 millions à 9 millions et aujourd'hui à 12 millions de morts d'un génocide que même la MONUSCO est incapable d'en parler. Pour la simple raison que les responsables de ces génocides-là, ce sont bien les patrons
qui crèche, qui siège dans ce que vous appelez Organisation des Nations Unies de l'Occident. C'est-à-dire, cette organisation-là ne défend que les intérêts de l'Occident et aucunement de l'homme noir. Parce que lorsque leurs ancêtres sont arrivés chez vous, ils vous ont traité d'animaux. Ils vous ont traité de choses, d'objets. Voilà pourquoi ils vous ont massacré, ils vous ont rendu esclaves, ils vous ont déportés. Ils n'ont jamais eu une once d'humanité en eux. Et croyez-moi, s'ils avaient la bombe nucléaire dans le 14e siècle, ils n'allaient pas se poser de questions pour raser ce territoire-là de sa population. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Mongongo ya bakoko. Bisonde bana bilaka. Boyebina no bisote. C'est ça. Lorsque nous venons prendre la parole, vous devez comprendre que derrière nous, il y a plus de 12 millions de morts de l'actuel génocide. Il y a plus de 15 millions de morts du génocide de Léopold. Il y a plus de 40 millions de morts de la déportation et de l'esclavage depuis le 15e siècle. Je ne suis pas seul. En moi, il y a des entités et des entités et des entités qui parleront au nom de la nation Congo et non de la matrice de Berlin que vous appelez pays étant indépendant du Congo, propriété privée du roi des Belges, zone de libre-échange. Je parle de la nation parce que la nation naît de la famille. La famille fait les clans fait la tribu fait l'ethnie fait le peuple font la nation. Voilà pourquoi je parle de la nation Congo. Et lorsqu'on parle de la nation, nous faisons les liens entre les populations et les terres où ils habitent, des liens historiques. Voilà pourquoi tant boya kolobana batu, bosala la différence pays et zanini, état et zanini, nation et zanini. Je répète, les pays c'est dessin wana carte ya Congo mabele wana surface wana 2 345 470 km² au bas dessinera bobenga RDC. C'est ça les pays. Le territoire qui a été dessiné, dont les frontières sont reconnues, c'est ce qu'on appelle les pays. Lorsque vous parlez de l'État, ce n'est pas un individu, c'est une organisation virtuelle qui est composée des institutions qui gèrent et la population et les terres sur la surface que vous avez identifiée comme les pays. Mais lorsque vous parlez de la nation, il s'agit des populations, des clans, des ethnies, des tribus, des familles qui composent ce que vous appelez ces peuples. Peuple Congo, Bantou Congo. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de la nation Congo, nous ne pouvons pas nous limiter des frontières de la conférence de Berlin. Parce que les Bantou Congo, nos familles se retrouvent au Congo Foua, au Congo d'Angola, dans le Soudan, ils se retrouvent en Centrafrique, ils se retrouvent en Ouganda, au Rwanda, Tanzanie, en Zambie et partout. Bon, ça la différence, wana. La banzi malobanangeza qui clair, et ba oyo bazan amateur ya koyoka bayoka. En tout cas, bankulu bakoko, basalake, boko kako comprendre makambo na lobby, bo disséquer yango sans émotion. Si vous voulez apprendre un peu plus sur ce que je viens de dire, allez sur Amazon, commandez Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit, où tout est expliqué de manière détaillée. Si sur Amazon, vous n'en trouvez pas, allez sur Fnac, un livre, il y a Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit, ou alors contactez directement mon éditeur Sidney Laurent. Vous recevrez les livres chez vous au bout de 3 jours et au plus tard 7 jours. Si vous en voulez et que vous ne pouvez pas contacter ces organisations-là, contactez-moi directement, Zoro Bilel. Je vous montrerai les chemins à suivre pour obtenir ces bouquins. Et je pense que tout combattant, résistant, patriote, Congo, Bantou Congo, où qu'il soit, a besoin d'avoir ces livres chez lui à la maison pour comprendre les méthodes, les modes opératoires, les subtilités qu'utilisent nos vrais ennemis pour nous assujettir. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, comme disent les mangers du cerveau des camps de concentration spirituelle. Mengu mengu ba omona mokele mbembe. Métatron. Ibobo.